Sébastien Pietrasanta, j'ai envie de vous demander tout simplement pour commencer, et au cours de ces 35 minutes qu'on va passer ensemble, on ne va pas évidemment parler que de terrorisme, mais là l'actualité elle est quand même au cœur de notre quotidien et il faut bien l'évoquer. On a ce sentiment d'une certaine forme d'impuissance du côté des pouvoirs publics, du côté des citoyens face à cette menace terroriste, face à ces loups solitaires, comme on les dit, comme on le dit parfois, notamment en parlant des attaques comme celles qu'on a connues la semaine dernière. Quelle est la menace réelle qui pèse sur le citoyen, sur nous tous aujourd'hui? Malheureusement, ce qui s'est passé à Trèbes rappelle à l'opinion publique, mais pas forcément à l'exécutif et au service de l'État, que la menace terroriste, elle est réelle. Et puisque le débat, c'est de savoir ce qu'en sera la sécurité dans 10 ans, elle vivra encore et encore pour longtemps avec la menace terroriste. La menace, elle est réelle, elle est protéiforme, elle est sans commune mesure en matière de nombre de cibles, de menaces. Juste quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on avait jusqu'à présent une trentaine, quarantaine de Français qui participaient au djihad en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, sur une période de près de 15 ans, en Tchétchénie, plus récemment au Mali. Aujourd'hui, on a 1700 ressortissants français qui sont impliqués dans les filières djihadistes. Alors, on a beaucoup parlé des fameux fichiers ces derniers jours. On a à peu près 11 000 à 12 000 personnes radicalisées qui sont suivies par les services de renseignement. Donc, c'est un défi du nombre, un défi sur la diversité du public. Ça touche les grandes villes, mais comme on l'a vu vendredi, ça rappelle que ça peut toucher par définition n'importe où et n'importe quand. Et donc, on est face à cette menace terroriste et il faut s'adapter. Et il n'y a pas d'impuissance de la part de l'État. Il y a une mobilisation générale de tous les services de l'État qui est importante. Et moi, je voudrais aussi qu'on salue le travail des services de renseignement et puis de toutes les forces de police, de gendarmerie et militaires qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs années maintenant sur ce sujet-là et qui sont mobilisés. Mais on est face à nous, des gens qui sont déterminés à agir, qui sont déterminés à frapper. En même temps qu'il y a des attentats réussis, il y a des attentats qui sont déjoués. Le Premier ministre le rappelait hier, 51 attentats déjoués depuis 2012. C'est évidemment important, mais malheureusement, il reste des individus qui passent entre les mailles du filet. Et il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on sera à nouveau frappé. Et Bernard Cazeneuve, à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, rappelait régulièrement cette formule, 100% de précaution ne veut pas dire zéro risque. Et malgré la mobilisation importante de l'État, de nos entreprises et aussi de nos concitoyens, et il y a des marges de progression sur les trois plans, on aura encore des attentats. Ça c'est intéressant parce que est-ce que finalement la difficulté aujourd'hui pour les hommes politiques, et vous êtes deux hommes politiques quand même sur ce plateau, vous l'avez été, vous le serez peut-être à nouveau, mais en tout cas on reste soucieux de la chose publique en ce qui vous concerne. Vous dites qu'il n'y a pas de risque zéro, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on est dans une société qui accepte ça ? On parle beaucoup de résilience de la population de notre pays, à juste titre, lorsqu'on voit la réaction formidable des uns et des autres, l'hommage qui a été rendu, l'hommage important qui a été rendu aujourd'hui. Mais la résilience, non pas qu'elle peut craquer à un moment donné, mais on est face à des cibles et à des massacres qui ont eu lieu. Mais encore une fois, je pense que lorsqu'on aura des attentats dans des écoles, et ça va arriver dans des écoles, la population réagira certainement de manière différente. Moi, je me méfie beaucoup de ce terme de résilience. C'est important, évidemment, de l'avoir et de se mobiliser. Mais il faut être très précautionneux par rapport à cela parce que, encore une fois, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que le pire est devant nous en matière de terrorisme. C'est important d'avoir évidemment ce discours et je pense que ceux qui sont dans la salle sont conscients de ça parce que c'est aussi leur quotidien. Guillaume Fard, ce matin, Emmanuel Macron a fait un lien et on va parler évidemment, puisqu'on se projette à horizon 10 ans dans la sécurité de demain, on va parler des nouvelles technologies avec vous et des nouvelles, de tout ce qui est avec l'intelligence artificielle, avec le digital, peut modifier ce métier et notre quotidien. Mais Emmanuel Macron ce matin a fait un lien entre la radicalisation, les réseaux sociaux, Internet, voire même un lien qui allait jusqu'au drame de Madame Knoll qu'on a célébré ce soir au travers d'une marche solidaire. Les nouvelles technologies sont aujourd'hui à la fois un appui et une menace pour la sécurité ? Oui, indiscutablement. Vous nous interrogiez sur la menace. Alors la menace, d'abord, elle est réelle. Ensuite, elle est déconcentrée et enfin, elle est durable. Et sur la réalité de la menace,
On s'interrogeait après le 30 septembre 2017, puisque le 30 septembre 2017 avait été le dernier attentat meurtrier commis en France, avant celui qui a frappé la France vendredi dernier. Et déjà, après le 30 septembre, il y a eu la loi antiterroriste qui a suivi, et puis on s'est dit, mais ne faudrait-il pas commencer à songer à dégarnir les dispositifs et à lever la vigilance? Et dans le débat public, commençait à retentir une petite musique qui était celle, finalement, de redescendre un peu en puissance le dispositif Sentinelle. Et fort heureusement, on a quand même fini par se rendre compte, et tragiquement, que la menace, elle est bien réelle et qu'elle n'a absolument pas quitté le pays après les attentats qui ont été perpétrés en septembre 2017. Mais on ne peut pas maintenir une menace et une sécurité à son taux maximal, si on en a les moyens, parce qu'on l'a dit aussi, qu'il y avait un problème c'est là tout l'enjeu. D'abord, la réalité de la menace. Deuxièmement, c'est la déconcentration de cette menace. Parce qu'il ne faut pas imaginer que cette menace concerne exclusivement les centres urbains. Et le deuxième enseignement de l'attentat qui a été commis vendredi, c'est que les territoires sont également des cibles, au moins à égalité ou à parité avec les grands centres urbains, et que le terrorisme dit d'opportunité, alors le président de la République dit endogène, celui-ci il frappe à proximité de son lieu de vie. Et si le lieu de vie ce sont les territoires, eh bien les territoires sont frappés, et ça remet d'ailleurs en perspective tout le rôle de la gendarmerie nationale, qui, aux côtés de la police nationale, est une force qui concourt de la même manière à la lutte antiterroriste et au contre-terrorisme. Et enfin, puisqu'on m'interrogeait sur une nouvelle technologie, la menace est durable. Et dans 10 ans, vraisemblablement qu'elle sera toujours là. D'abord pour une raison, qui est que contrairement aux vagues terroristes des années 80, l'année 86 par exemple, qui était particulièrement sanglante, ou des années 95 et 96, où on avait un terrorisme de projection, c'est-à-dire où des organisations terroristes internationales organisaient et fomentaient des attentats depuis l'étranger pour frapper le sol national, là nous avons des individus qui sont en rupture avec les valeurs de la République française, avec un projet de société, et qui, étant en rupture, en bout de chaîne, en bout de course, vont être très perméables aux idéologies violentes qu'ils vont notamment rencontrer sur les réseaux sociaux. Et c'est là aussi une des particularités du phénomène que nous vivons, c'est qu'il est digitalisé, c'est la question que vous me posiez. Effectivement, c'est Internet qui a permis aussi des contacts facilités entre ceux qui sont perméables aux idéologies violentes et précisément ces idéologies violentes. Et ce contact-là, il va perdurer. Et les réseaux sociaux, les applications mobiles, Telegram, WhatsApp, Messenger, toutes ces applications mobiles qui d'ailleurs aujourd'hui ne sont pas reconnues comme des opérateurs de communication numérique et du coup ne sont pas dans la plateforme nationale des interceptions judiciaires et ne font pas l'objet par les services de police judiciaire d'écoute judiciaire, permettent la prolifération de cette menace et renforcent sa durabilité. Georges Fenech, je vous laisse le temps d'attraper un micro, mais je vais vous reposer un peu la question que je posais à l'instant à Guillaume Fard, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens, quand on est un État, de maintenir un niveau de vigilance et de surveillance et de sécurité élevé et maximal. On le sait, nous on a mené des enquêtes sur RTL au début de cette semaine, et les gens qui sont dans cette salle, certains ont été interrogés d'ailleurs par mes services, le disaient, il y avait quand même, depuis quelques mois, par nécessité, une levée un peu des effectifs ou du moins des moyens mis sur la sécurité. On peut maintenir un niveau optimale de sécurité? Vous permettrez d'abord de remercier Michaël Lejarre. Mais je vous en prie. Et toute l'équipe il y sera sensible d'Agora Fonction de me permettre de retrouver mon complice, Sébastien Pietrasanta. C'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble, publiquement, à devoir nous exprimer depuis que nous avions, en 2016, conduit les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Donc c'est un moment particulièrement émouvant pour moi. Surtout que nous sommes en pleine actualité dramatique. Sébastien est socialiste. Moi, je suis républicain, encore. Ce sont des choses qui arrivent. Et nous avons vraiment travaillé avec un seul objectif, la vérité, la transparence et la volonté de renforcer nos dispositifs. Nous étions 30 parlementaires de tous les horizons politiques et nous avons unanimement signé un rapport
qui est celui de Sébastien, avec 40 propositions qui ont, et j'en suis vraiment très fier, très satisfait, quasiment toutes été mises en œuvre aujourd'hui. Et la dernière en date, la plus emblématique, c'est la création de la task force par Emmanuel Macron directement à l'Élysée pour coordonner le renseignement. Et je voudrais aussi dire que nous avons observé, comme toute la France aujourd'hui, une minute de silence et rendu hommage au colonel Beltrame. Mais n'oubliez pas que sur les attentats précédents, et nous en savons quelque chose, puisque nous avons enquêté sur l'hypercacher, Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre, notamment évidemment le Bataclan, qu'au Bataclan, il y a eu un commissaire, vous le savez, un commissaire divisionnaire X, qui a toujours gardé l'anonymat, et son chauffeur, un brigadier Y, qui, en enfreignant le protocole, comme le colonel cette fois-ci, sont rentrés au Bataclan alors qu'ils ne devaient pas rentrer, en attendant les forces d'élite. Et grâce à leur action héroïque avec des armes de poing, ils ont affronté des kalachnikovs dans le Bataclan. Ils ont abattu sur scène l'un des 3 assaillants, Sami Amimo, à 25 mètres, parce qu'il se trouve que c'était des très bons tireurs. Et ils ont arrêté la tuerie. Cela aussi mérite notre respect, voyez-vous. Et il faut le rappeler. Et puis, rappeler aussi tous ceux qui sont tombés, police, gendarmerie, militaires, y compris évidemment nos soldats à l'extérieur, et être vraiment, avoir une immense gratitude pour ceux qui assurent notre sécurité au péril de leur vie. Georges Fenech, voilà dans les conclusions de cette commission, il y avait la volonté d'augmenter les effectifs de police et de gendarmerie, mais aussi des sociétés privées de sécurité. Est-ce que ça, c'est toujours et plus que jamais d'actualité ? Voilà, on fait une transition, donc avec évidemment tout ce qui nous intéresse ce soir. D'ailleurs, il faut rappeler qu'avec Sébastien, nous avions, noir sur blanc, dans le rapport, préconisé un renforcement de la coproduction de la sécurité publique et privée. Donc ça faisait partie véritablement de nos préconisations. Nous l'avons fait aussi parce que nous en avons tiré les conséquences de ce qui s'est passé notamment au Stade Saint-Denis. Là aussi, c'est un agent de sécurité privée, il ne faut pas l'oublier, qui au péril de sa vie a empêché le terroriste de rentrer au Stade Saint-Denis, qui s'est fait exploser, que lui-même a été grièvement blessé et toujours marqué par des séquelles physiques et psychologiques. Lorsque nous l'avions auditionné à la commission d'enquête, on a dû arrêter l'audition, c'était trop pénible pour lui. Et donc nous avons évidemment abordé la question de la sécurité privée qui va nous animer ce soir. Moi, ce que je tiens à saluer, c'est les dernières déclarations à vos assises de la sécurité du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui promeut ce partenariat, qui s'inscrit dans une logique. Quand on voit qu'il y a à peu près 167 000, un peu plus, agents de la sécurité privée aujourd'hui, comment ne se priver d'une telle force, à condition, ça fera aussi l'objet de discussions à table tout à l'heure, évidemment, qu'il y ait une formation, une véritable formation, et je soutiens la proposition du président de la Fédération, Claude Tarlet. Je pense qu'il faut arriver vers la création d'une école nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'école privée, mais il faut que nous ayons dans ce pays une école nationale de la sécurité privée. Et puis, vous permettre aussi de financer tout cela. Parce que quand je vois que le CNAPS reverse quasiment la moitié de cette taxe CNAPS à l'État et disparaît, d'ailleurs la Cour des comptes n'en fait pas état, reverse 17 millions d'euros pour les besoins de l'organisation de votre profession, on ne peut pas continuer comme ça. Je crois que la sécurité privée, elle a toute sa place. Les textes de loi qui sont pris ces derniers temps, et notamment sur l'armement, avec beaucoup de précautions, bien entendu, du secteur privé, montrent bien qu'il faut que la sécurité privée ait toute sa place, toute sa considération dans l'ensemble
des agents de sécurité dans notre pays. C'est très important de vous avoir tous les trois sur scène. Vous pouvez prendre votre micro, effectivement, Sébastien Pietrasanta. Mais parce que c'est un discours mesuré à un moment où souvent on commence à entendre évidemment un certain nombre de discours un peu excessifs de tous bords, et notamment y compris dans le monde politique. Mais là, j'ai envie de dire, Sébastien Pietrasanta, le nœud de la solution pour la sécurité des citoyens, c'est ce mariage public-privé, c'est ce partenariat public-privé pour avoir les moyens justement de répondre à une menace. Oui, on parle beaucoup de continuum en matière de sécurité. C'est évidemment des rôles, des partenariats plus accrus entre le public et le privé. Moi, j'ai été maire d'une grande ville en banlieue parisienne, à Asnières pour ne pas la citer, et j'étais forcément confronté en tant que maire, en tant que responsable politique, aux problèmes de sécurité au quotidien. Et j'imagine que les maires aujourd'hui sont davantage confrontés à ces sujets-là parce qu'il y a cette menace terroriste, parce qu'il y a ce besoin de plus en plus accru de la population. Et donc évidemment, la question de la sécurité privée, c'est l'avenir d'une certaine manière où elle se professionnalise davantage avec, on est d'accord, moins d'acteurs. Il y a quand même, je crois, près de 5000 auto-entrepreneurs en matière de sécurité privée, professionnalisation, formation, on l'a dit. J'étais, moi, l'auteur de 2 amendements dans la dernière loi du quinquennat sur la loi de sécurité publique du 27 février 2017 sur la question de l'armement. Moi, je pense qu'il faut effectivement donner plus de prérogatives à la sécurité. Mais c'est pas un tabou. En tout cas, maintenant, c'est davantage possible. Ça doit être évidemment encadré. Tous les agents de sécurité privée ne doivent pas être armés, mais en fonction des missions, ça doit pouvoir être le cas. Mais troisième chose aussi, on a parlé de la question du financement, mais les pouvoirs publics ont une responsabilité en matière de sécurité par rapport aux donneurs d'ordre, par rapport aux appels d'offres. Lorsqu'on demande pour quelques euros de la sécurité privée, ce n'est pas digne. Et donc, du coup, on tire le marché vers le bas et ça pose de véritables difficultés à la fois pour les entreprises privées, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'embauche du personnel et sur la qualité de la prestation. Et donc, effectivement, que ça soit les acteurs publics, mais également les acteurs privés, doivent davantage mettre le prix d'une certaine manière pour avoir une prestation de qualité. Dernière chose, c'est que le métier de la sécurité privée doit évoluer aussi en lien avec les technologies. On parle d'agents de sécurité augmentés. Je pense qu'on doit travailler évidemment avec les applications, avec cette volonté de pouvoir faire en sorte qu'on puisse être dans des éléments prédictifs. À un moment donné, une ronde sur un site sécurisé, on doit pouvoir mesurer avec la data, avec un certain nombre de données, de pouvoir savoir à quel moment c'est préférable de faire la ronde, pour quelles raisons. Et c'est la même chose sur les rondes des policiers et des gendarmes demain en matière de sécurité. On est face à la rareté de la ressource humaine et donc il faut évidemment bien l'employer. Dernière chose, parce que la table ronde c'est quand même citoyen, entreprise. Le rôle des citoyens il est primordial. Il est primordial. Je donnerai un seul exemple. On a beaucoup parlé par rapport aux attentats à la question des gestes qui sauvent. C'était la première chose qu'on demandait aux citoyens, se former aux gestes qui sauvent, avec cette ambition d'ici 2030 que 80% de nos concitoyens soient formés aux gestes qui sauvent. Le rôle des entreprises est évidemment important. Et on l'a vu au moment de la commission d'enquête avec Georges, et moi aussi Georges, je suis très content d'être à tes côtés ce soir, même si on se voit régulièrement, mais publiquement. Mais évidemment, le rôle des citoyens est primordial, le rôle des entreprises est primordial. Et lors de la commission d'enquête, on avait vu que la question des secours, qui ne devait pas du tout être d'ailleurs abordée dans ce cadre le cadre de la commission d'enquête, et on a vu que c'était devenu un sujet évidemment important, notamment pour les victimes. On a vu que par des gestes très simples, on pouvait sauver des vies. La question du garrot, du pansement compressif, qui permettent de sauver des vies en quelques minutes lorsque, évidemment, les secours sont soit débordés, soit ne peuvent pas accéder à la zone. Et donc, le rôle, évidemment, des entreprises et de nos concitoyens est évidemment donc il faut plus essentiel. de formation vers les citoyens. Mais le continuum, c'est l'État
avec les collectivités territoriales, les entreprises au sens large, pas que les entreprises privées, mais les entreprises, mais aussi les citoyens. Je crois que le président Macron l'a rappelé aussi dans son discours de ce matin, en appelant à la vigilance de la population par rapport, évidemment, à cette menace islamiste. Georges Fenech. Vous voyez, moi, ce qui me fait un petit peu enrager, c'est que j'ai le sentiment qu'on a souvent un temps de retard. L'administration, le pouvoir politique réagit avec une certaine lourdeur alors qu'on est face à une menace imminente. Pourquoi se priver aujourd'hui de ces moyens technologiques qui arrivent tous les jours sur le marché? C'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi se priver des drones? Pourquoi se priver de la reconnaissance faciale qui serait un outil en vidéoprotection extraordinaire? Pourquoi se priver des robots? On est là à se demander, oui, mais atteinte aux libertés individuelles, la CNIL, etc. Mais c'est pas possible. On a les outils pour combattre en amont et identifier bien en amont des gens qui ont des comportements suspects. Il faut que le législateur s'en empare. Et j'espère que la mission qui est en train de mener, notamment Jean-Michel Fauvergue, qui connaît bien, évidemment, l'ancien patron du RAID, député aujourd'hui, aboutira à débloquer un peu ces freins qui, aujourd'hui, ne peuvent absolument pas se justifier. Alors, on continuera ça dans un instant parce qu'il faut que le citoyen l'accepte. C'est aussi cette acceptation-là qu'il faut arriver. Le citoyen le demande, Et peut rejeter l'atteinte aux libertés individuelles aussi. Enfin, c'est assez ambivalent. Il faut savoir ce qu'on veut. Sécurité, liberté, c'est toujours le même débat. Moi, je suis prêt à sacrifier un peu de ma liberté pour avoir plus de sécurité. Je pense que si vous faites un sondage auprès des Français, vous aurez une bonne réponse de ce. Et juste, alors, 80%, j'entends là. 80% sont pour plus de sécurité. Sans renier l'état de droit, attention. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit d'encadrer ces dispositifs technologiques et que chacun ait son rôle bien déterminé. L'agent public, l'agent privé, il ne s'agit pas de confondre les rôles, bien entendu. Guillaume Fard, justement, on l'a un peu abordé et survolé avec Georges Fenech à l'instant, mais il y a effectivement, et peut-être là, vous allez me le dire, un apport que peut apporter le privé, y compris à la sécurité publique, à savoir cette maîtrise des nouvelles technologies, parce que ce sont des acteurs privés, bien souvent, qui sont en train de mener et de promouvoir tout un tas d'outils numériques, digitaux, intelligents, qui peuvent aider à la sécurité, que ce soit les entreprises privées ou le public. Pour ma part, je n'opposerai pas la capacité des administrations de sécurité publique et des opérateurs de sécurité privée à innover. Je pense que les deux ont aussi des capacités de ce point de vue. En revanche, pour ce qui est de leur capacité à travailler ensemble, le sujet, c'est plus est-on pour, est-on contre. C'est on ne peut plus faire sans cette coopération. Si on parlait tout à l'heure de continuum de sécurité, le continuum, c'est un axe gradué. Si on prend l'ensemble des forces qui concourent à la sécurité générale de la nation et qu'on essaye de les positionner sur un axe qui partirait des missions les moins sensibles et les plus locales aux missions les plus sensibles et les plus internationales, on voit bien que chacun doit pouvoir trouver sa place sur cet axe. Ce qu'ont fait les attentats du 13 novembre 2015, c'est qu'ils ont aussi un peu brouillé les repères sur cet axe, parce que tous ces acteurs qui jusque-là étaient des plus spécialisés ou moins spécialisés, des plus locaux, plus internationaux, se sont retrouvés à un moment donné dans un espace commun qui était la voie publique. Et tous se sont retrouvés à faire des missions de sécurité de voie publique, chacun à leur niveau, mais sans que les compétences des uns et des autres soient parfaitement claires pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est une des difficultés qui se posent aujourd'hui, c'est la clarification des compétences et le tracé des périmètres des actions de chacun. Parce que appeler au concours de la sécurité privée, c'est indispensable. À vrai dire, après les attentats du 13 novembre, il n'y avait plus un seul événement dans ce pays qui soit festif, culturel, sportif, qui puisse se tenir sans le concours de la sécurité privée. Mais la sécurité privée n'est pas qu'une force supplétive. Elle doit aussi trouver sa place dans le continuum. Et ce positionnement-là, il n'est encore pas clair. Alors, beaucoup de chemin a été fait depuis 2015, sans doute
qu'on a parcouru ce chemin beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait parcouru sans les attentats. Pour autant, il y a une forme d'impatience. Et cette impatience, c'est celle d'un secteur, c'est celle d'acteurs qui attendent des pouvoirs publics qui leur disent quelle est exactement leur place sur ce continuum. Et ça, pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Après, sur les évolutions publiques-privées, bien sûr qu'à 10 ans, la coopération sera encore plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, parce que c'est le sens de l'histoire. Ça va avoir des conséquences sur le plan RH. Ça va avoir des conséquences sur le plan RH pour la sécurité privée, parce que aujourd'hui c'est une filière où les parcours de carrière, notamment en surveillance humaine, sont ralentis par le fait qu'il n'existe pas encore suffisamment de cadres, d'agents de maîtrise, 2% de cadres dans la sécurité privée. C'est encore trop peu pour que cette filière soit véritablement attractive. Mais elle ne pourra l'être que si elle est pleinement reconnue par les pouvoirs publics et que aussi ses prestations sont achetées au juste prix. Deuxième enjeu RH, c'est celui des allers-retours dans les parcours de carrière. Une tendance lourde qui est en train de débuter aujourd'hui, c'est le fait que les carrières, publiques comme privées, ne seront plus linéaires. Et que ceux qui, il y a encore 10 ans, 15 ans, pouvaient faire toute une carrière dans la sécurité publique ou dans la sécurité privée, dans les années qui viennent, feront des allers-retours et plus des allers sans retour. Parce que ce que l'on vivait jusqu'à présent, c'était ceux qui, après une première vie dans une administration, passaient dans le secteur privé. Les derniers discours du ministre de l'Intérieur, c'est de dire que les administrations de l'État doivent pouvoir accueillir des talents venus du secteur privé, qui, pourquoi pas, après repartiraient dans le secteur privé sans que ce soit signe d'interruption de la progressivité d'une carrière. Donc ça fait partie aussi des évolutions et des tendances lourdes de ce rapprochement public-privé. Il y a des enjeux RH qui sont des enjeux forts et qui vont marquer les prochaines années. Alors ça c'est très intéressant et je vais vous poser aussi la question, Sébastien Pietrasanta, parce que finalement on voit d'ailleurs que dans les réflexions du gouvernement actuellement, l'idée est plus globalement d'encourager les fonctionnaires à pouvoir aller dans le privé puis revenir sans perdre l'évolution de carrière dans le public et voire même en ayant une promotion du fait de cette expérience dans le privé. Mais est-ce que ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est pas finalement, par rapport à ceux qui nous regardent d'ailleurs ce soir, la conjonction à terme au sein de l'entreprise, au sein du monde industriel et économique, d'une fonction qui est celle de directeur de la sécurité avec celle de directeur SI des services informatiques? Est-ce que c'est pas ça le sens de l'histoire, comme le disait Guillaume Fard? Non, mais forcément, il y a des connexions. Après, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur le positionnement en général des directeurs sûreté sécurité qui sont parfois, en fonction des entreprises, assez éloignés du directeur général. Et donc, c'est une difficulté. Moi, j'ai le souvenir, juste pour une petite anecdote là-dessus, où en ayant discuté avec des directeurs sûreté de très grosses boîtes, ils avaient du mal à avoir la remontée des directeurs régionaux sur les questions de radicalisation, de remonter l'information à la direction générale. Donc, on perdait de l'information, on perdait de la fluidité. Et effectivement, la question du positionnement est évidente. Et sur la question... sur la sécurité informatique, c'est évidemment le sujet d'aujourd'hui et de demain. Sur la question de la cybermenace, de la cybersécurité, c'est évidemment les sujets qui sont essentiels. Oui, et vous le disiez, Georges Fenech, tout à l'heure, souvent, parfois, la puissance publique ou le législateur est un peu en retard par rapport à la réalité du terrain. C'est aussi sans doute un peu vrai sur la cybersécurité, sur le cyberrisque ou le cyberterrorisme. Mais il faut peut-être évoluer dans nos cultures, qui ne sont pas les cultures anglo-saxonnes. Et je veux dire juste un mot sur mon métier d'origine, la magistrature. Oui. J'ai été magistrat pendant près de 25 ans. J'ai touché du doigt ce que veut dire le corporatisme. C'est pas bon, le corporatisme. Il faut être capable de sortir à un moment, d'aller voir, de se régénérer en quelque sorte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le corps de la magistrature, on incite les magistrats à se mettre en détachement ou en disponibilité pour aller travailler dans d'autres administrations, dans des entreprises privées, et ensuite revenir dans son corps d'origine. Voyez-vous, il faut qu'il y ait ces passerelles. Et en matière de sécurité, il faut aussi qu'il y ait ces passerelles, voire d'aller et retour. Il faut sortir de cette culture
purement administrative ou purement privée. Oui. Guillaume Fard, on l'a vu encore d'ailleurs il y a quelques jours avec tout ce qui s'est passé autour des données personnelles et de Facebook. C'est vrai que maintenant il y a aussi le citoyen, l'individu devient une cible potentielle ou un attrait potentiel pour le risque que ce soit cyber ou marketing. Ça c'est une autre tendance à venir. Ouais. C'est là aussi la digitalisation des comportements, des modes de vie. Comprendre ça. Ça fait partie des évolutions qui sont davantage des évolutions sociétales, mais qui ont aussi des implications en termes de sécurité. Le fait qu'aujourd'hui le smartphone devienne un objet qui sert à tout sauf à téléphoner et qui concentre l'intégralité des informations sur vos modes de vie. Il connaît vos données bancaires, vos données médicales, vos données à caractère personnel, et qui fait de vous, de ce point de vue-là, une cible, bien évidemment. Oui. Et ça, c'est une tendance. Après, pour les entreprises, l'exigence du législateur, c'est de protéger les données personnelles, alors pas de l'ensemble des citoyens, mais à minima de leurs salariés. C'est le fameux règlement général de protection des données qui va rentrer en vigueur en droit français à la fin du mois de mai de cette année, qui va avoir des conséquences très importantes pour les entreprises, parce que c'est un enjeu de conformité. Donc d'abord, on va leur demander d'avoir recensé l'ensemble des données personnelles qu'elles détiennent, et ensuite on va leur demander de penser des dispositifs de sécurité de ces données, et également des procédures en cas de perte, de vol de ces données. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que la conformité n'est pas la sécurité, et que ce n'est pas parce que vous êtes conforme que vous êtes en sécurité. Vous pouvez être conforme par rapport à un règlement et ne pas encourir une sanction par une autorité de régulation. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes invulnérable. Et donc le risque de sécurité des systèmes d'information, lui, il survivra à ce règlement. Ce sont deux enjeux qui sont bien distincts et il ne faut pas les confondre. Alors, sur le GRPD, je vous invite d'ailleurs, donc d'ici quelques semaines, il y aura un autre gala organisé par l'Agora. On va parler spécifiquement de ça, notamment avec Guillaume Poupard, le patron de l'Agence nationale de la sécurité de l'ANSSI. Juste, Sébastien Pietrasanta, parce qu'on s'approche de la fin de cette première table ronde ensemble, ce cyber-risque aujourd'hui, vous diriez, avec l'expérience à la fois de maires, à la fois d'élus, de députés, et je poserai la même question à Georges Fenech évidemment après, qu'on est dans le timing, le politique, le législateur comprend ce qui est en train de se passer ? Absolument pas. Oui. Absolument pas. Ça n'étonne pas votre mais réponse. Moi je me souviens justement avoir, à la fin de mon mandat de député, donc il y aura un peu moins d'un an maintenant, j'avais justement alerté Guillaume Poupard en disant que lorsqu'on est devenu député, ou revenu député, on était tous les deux avec Georges à la commission des lois, on traitait quand même des sujets qui pouvaient être particulièrement sensibles. On n'avait eu aucune formation en matière d'hygiène numérique. Aucune. Député de la nation. Alors les choses ont un peu évolué parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Moi j'avais tiré la sonnette d'alarme auprès de Guillaume Poupard à l'occasion d'une audition. J'avais tiré la sonnette d'alarme après de manière plus personnelle. Mais c'est vrai qu'on est, nous législateurs, anciens législateurs, pas du tout formés. Il n'y a pas du tout, mon point de vue, de sensibilité sur ce sujet-là réellement. En tout cas, on est clairement, excusez-moi de l'expression, à la bourre sur ces sujets-là. Même si, honnêtement, on a des très bons, Poupard en fait, et l'ANSSI, c'est quand même un très bel outil, mais on n'est pas au niveau face à la menace, et on est en retard par rapport à cela. Juste parce que je pense que c'est la dernière fois, je crois, que je reprends la parole, mais juste, je voudrais terminer par une chose, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, la sécurité de demain. On a encore, là je vous l'ai dit, une marge de progression assez large à avoir sur les questions de vidéoprotection, sur la question d'intelligence artificielle, de reconnaissance de caméras intelligentes, etc. Oui. Je crois qu'on aura dépassé ce stade-là. Mais il reste, vous parliez de frilosité tout à l'heure, on a encore un peu de frilosité de la part de l'État malgré les événements. Je vous raconte une dernière anecdote et je m'arrêterai là. C'est que, toujours sur cette même loi, en février 2017,
Moi, je voulais déposer un amendement sur la question de la reconnaissance faciale. Non pas pour être dans le Big Brother, mais que ça pouvait être utile sur certains événements. Et on m'a dit, d'abord, je sentais un peu la frilosité, puis on m'a dit, de toute façon, ça ne sert à rien aujourd'hui au niveau de l'État, même si moi, tout le monde m'a dit que techniquement, on était capable. Après, il faut évidemment ajuster les choses, mais que ça ne servait à rien parce qu'on avait à peu près 7% dans nos fichiers de photos. Et que donc c'était pas très 7% de. Alors les choses vont peut-être évoluer, mais 7%, mais en même temps il suffit sur un individu d'avoir une photo et ça peut être utile sur les grands événements. Mais voilà encore les marges de progression à avoir en matière de sécurité. Et j'imagine, en tout cas pour le coup sur cette question-là, je reste optimiste. Dans 10 ans on y sera. Oui. Et Georges Fenech, un peu en guise de conclusion aussi par rapport à ce qui est dit là. Je regardais un petit peu avant de venir. Il y a 2 chiffres qui m'ont stupéfait. C'est le poids économique de la cybercriminalité, 190 milliards. J'avais du mal à lire les zéros, je n'arrivais pas à compter. 190 milliards, 400 millions d'attaques, cyberattaques par jour. Chacun d'entre nous fait l'objet d'attaques tous les jours. Entre des escroqueries par mail, etc. Donc on est face à un défi, et c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment alerté, notamment la classe politique, sur ces questions-là. Et sans doute il y a un énorme travail pour nous préparer, parce que c'est une menace non seulement intérieure mais extérieure. Je sais que par exemple l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait, je crois, débloqué quelques 2 milliards pour la cyberdéfense, parce que la guerre c'est aussi ça aujourd'hui, c'est la cyberguerre, il ne faut pas l'oublier, et que donc il faut vraiment mettre un énorme paquet sur cet enjeu qui menace. Souvenez-vous l'attaque de TV5 qui a failli couler véritablement. J'en ai discuté avec son président Yves Bigot. Ils ont failli mourir. Donc c'est un enjeu économique énorme. Il ne faut plus être naïf, il faut vraiment aller de l'avant. Guillaume Fard, en guise de conclusion là aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle parfois des intrusions sur des centrales nucléaires par des groupes comme Greenpeace. Aujourd'hui, ce genre de site sensible, il est presque plus fragile sur son système informatique que sur ses murailles, quelque part, ou sur ses ouvertures et ses fermetures. Le risque, c'est bien sûr le risque de la rupture de la continuité de l'activité ou de l'arrêt d'exploitation, voire davantage. Après, pour ce qui est des opérateurs d'importance vitale, eux ont des obligations particulières qui découlent de la loi de programmation militaire en matière de sécurité de leur système d'information. Donc on ne part pas quand même de zéro en termes d'obligations réglementaires les concernant. Pour autant, il est certain que la menace se transformant, les risques de cyberattaque augmentent et que l'impunité relativement plus forte par rapport aux agressions, aux malveillances traditionnelles, fait qu'il y a tout un pan de la criminalité qui migre vers le monde digital parce que, naturellement, les crimes et délits sont plus faciles à commettre dans ce monde digital que dans le moins dans le pénalisés monde. Aussi, parfois. Oui. En tout cas, il est plus difficile de retrouver les auteurs. Et donc, l'impunité est une des conséquences. Là aussi, et ça concerne évidemment ceux qui sont dans cette salle, vous tous, les entreprises, alors j'ai parlé de centrales nucléaires, mais on peut prendre des entreprises plus classiques, et on parlait de TV5 tout à l'heure, ce sont des entreprises privées qui assurent la sécurité de ces géants parfois de l'économie. Et là aussi, il faut de l'éducation sans doute, de la formation, du personnel et des salariés. Elles sont toutes progressivement en train d'investir. Et d'ailleurs, si on regarde la carence qu'il y a aujourd'hui sur le marché de la cybersécurité, que ce soit pour recruter des RSSI ou même pour recruter des ingénieurs conseils qui vont aller peupler les gros cabinets de conseil qui eux-mêmes offrent des prestations, il y a une tension sur ce marché qui montre quand même qu'il est dynamique. Mais après, la menace, on parlait des personnes physiques, mais ça peut être aussi une menace qui émane d'autres personnes morales. Ça peut être des concurrents qui voudraient attenter à votre cybersécurité, mais cette fois-ci dans des buts qui seraient soit de déstabiliser votre activité économique, soit de vous priver, de vous ravir de l'information économique, et ça peut également être des États. Donc en fait, cette menace, elle est protéiforme, et c'est aussi ce qui la rend d'autant plus forte. Merci à tous les trois. Évidemment, l'actualité fait qu'on a passé un certain temps sur le risque terroriste en tant que tel, mais je voulais qu'on termine aussi par cet aspect plus concernant l'économie réelle, comme on dit dans mon jargon à moi. Merci à vous trois. Je vous demande de les applaudir. Georges Fenech, Sébastien Pietrasanta et Guillaume Fard.